Donc je remercie l'assistance de rester à cette heure-ci. Moi je vais vous parler des hémorragies fonctionnelles en périménopause. Donc, des hémorragies fonctionnelles en périménopause. C'est un motif très fréquent de consultation en gynéco. Avant de commencer donc, la présentation, on va parler de définition. C'est quoi des métrorragies? Les métrorragies, donc, c'est un saignement, c'est un écoulement sanguin d'origine endoutérine en dehors des règles, respectant un intervalle libre par rapport aux règles. Quelques hémorragies, donc il y a l'oligoménorrhée, la polyménorrhée, l'hyperménorrhée, les ménorragies et les métrorragies. Qu'est-ce qu'on appelle par des hémorragies fonctionnelles? Les hémorragies fonctionnelles, c'est des saignements chez des patientes ne présentant aucune lésion organique utérine. Donc, c'est des hémorragies sans cause organique. Suivant. Les ménorragies, donc, c'est des règles abondantes et ou prolongées. Donc, l'abondance, c'est des saignements plus de 80 millilitres ou des règles prolongées qui dépassent les 7 jours, avec des protections, plus de 7 protections par 24 heures. Très bien. Donc, on va définir la périménopause. Donc, la périménopause, donc, c'est la période d'irrégularité des cycles menstruels qui s'étend donc avant la ménopause et qui persiste jusqu'à une année après la ménopause. Donc, un petit rappel sur le cycle menstruel. Donc, le cycle menstruel de 28 jours, donc il y a une phase folliculaire où il y a une sécrétion d'oestrogène et une phase lutéale de 14 jours où il y a une sécrétion de progestérone. Donc, pourquoi il y a ces hémorragies? La physiopathologie des hémorragies fonctionnelles, soit c'est dû à des anomalies de l'endomètre, des hyperplasies, qui peut passer d'une hyperplasie simple sans atypie jusqu'à l'hyperplasie complexe avec atypie, provoquée par l'influence constante entre les oestrogènes et la progestérone en période périménopausique. Parfois, donc, il y a des cycles anovulatoires. S'il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas de corps jaune. S'il n'y a pas de corps jaune, il n'y a pas de progestérone. Donc, il y a une hyperostrogénie relative qui va favoriser une hypertrophie de l'endomètre et qui va donner des ménométrorragies. La prévalence des troubles hémorragiques représente jusqu'à 15% des consultations gynéco en population générale. Et cette prévalence atteint 24% chez les patientes entre 36 et 40 ans et jusqu'à 50% des patientes en périménopause. Donc vous voyez que c'est un motif de consultation très fréquent en gynéco. Le diagnostic positif. Toujours, quand une patiente elle vient nous voir pour des saignements, donc on doit faire un interrogatoire à la recherche de pathologies utérines connues, des métrorragies provoquées, c'est des métrorragies provoquées toujours, penser à la hantise qui est le cancer du col. Il faut rechercher des facteurs de risque d'hypothyroïdie, d'antécédents personnels ou familiaux de troubles de l'hémostase, des maladies de Willebrand. Recherche, c'est la patiente elle est sous pilule, recherche un oubli de pilule, rechercher une interaction médicamenteuse et évaluer la consommation du tabac. Faire le diagnostic de ménorragie est subjectif et parfois difficile. Il y a 30% des patientes qui présentent une hyperménorrhée, qui présentent des ménorragies, ça veut dire que des saignements plus qui dépassent les 80 millilitres considèrent que leur règle est normale. Et il y a 20% des femmes ayant un saignement normal moins de 20 millilitres considèrent que leur règle comme abondante. Donc, quand la patiente vient nous voir pour ménorragie, donc le diagnostic il est difficile. C'est pour ça il y a l'intérêt d'un score de EGAM. Le score de EGAM,
C'est l'élément le plus fiable pour évaluer, la quantité des saignements. Donc c'est un score, donc on doit quantifier les saignements au niveau des serviettes, donc il y a un score. Après la fin des règles, on fait le score. Quand le score de EGAM dépasse les 100 points, ça veut dire qu'il y a un saignement qui dépasse les 80 millilitres et la patiente, elle fait des ménorragies. Et à partir d'un score qui dépasse les 150, il peut y avoir une indication opératoire. Sur le plan clinique, une patiente qui fait des ménorragies, elle va présenter, elle saigne tout le temps, donc elle va y avoir un retentissement sur l'état général, et le premier signe qui va apparaître, c'est une anémie. Une anémie fériprive avec une pâleur, une fatigue, des ongles cassants, une perte des cheveux, et l'anémie chez une patiente en âge de procréer, il faut toujours penser à un problème de règles, à des ménorragies. Et toujours, on commence par un examen gynécologique. L'examen gynécologique, on doit toujours faire un examen au spéculum pour voir l'origine du saignement. Une patiente à n'importe quel âge, elle a le droit de faire un polype, un cancer du col. Et toujours, donc à chaque consultation, si la patiente n'a pas bénéficié de frottis de dépistage, je lui ai proposé un frottis cervico-utérin de dépistage. Et faire un toucher vaginal. Donc, rechercher un retentissement social. Une patiente qui présente des ménorragies, la femme, elle n'ose plus sortir, elle n'ose plus prendre rendez-vous dans certains jours. Donc, toujours, elle craint, il y a la crainte d'avoir des ménorragies de grande abondance. Donc, il y a un retentissement social. Les explorations, toujours, on doit faire un bêta-ACJ de principe. Chez une patiente en âge de procréer qui présente un trouble du cycle, ménorragie, métrorragie, douleur pelvienne, faire un bêta-ACJ et toujours penser à la GU, même quand on pense toujours, on n'y pense pas assez. Faire une émulation pour voir le taux d'hémoglobine, faire un bilan d'hémostase, faire un bilan thyroïdien et faire un bilan hormonal et toujours frottis cervico-utérin du dépistage et systématique. Très bien, l'imagerie, l'examen complémentaire de première attention, c'est l'échographie pelvienne. Par voie endovaginale, pour mesurer l'épaisseur de l'endomètre, on peut faire une hystérosonographie, au mieux l'écho 3D. L'hystérographie ou l'hystérosalpingographie n'a aucun intérêt dans le diagnostic des ménométrorragies. La seule indication qui reste, c'est pour vérifier la perméabilité tubaire en cas d'infertilité. La biopsie de l'endomètre, elle est systématique après 45 ans. En cas de facteur de risque de cancer de l'endomètre, idéalement, donc, c'est à faire par une pipette de cornéer et on a un diagnostic. L'hystéroscopie diagnostique en deuxième intention pour l'exploration endocavitaire avec biopsie dirigée si besoin. Donc c'est un examen qui rend beaucoup de services, qui n'est pas coûteux, et on a un diagnostic. Il y a un pour l'évaluation du myomètre en cas de suspicion d'adénomyose, et si on veut faire un bilan lésionnel complet, une cartographie des myomes, ou en cas de bilan d'extension des lésions néoplasiques. Quels sont les diagnostics différentiels? Même, donc, il faut toujours éliminer les causes, évoquer les causes gravidiques. Même là, si la patiente est en période périménopausique, elle a le droit de faire une grossesse extra-utérine, une grossesse molaire ou une fausse couche. Donc, toujours faire un bêta-ACG et penser à la grossesse même en période périménopausique. Les causes non gravidiques, les fibromes utérins, donc Dr Brancé nous a fait un topo sur les fibromes. Donc les fibromes, ils peuvent être à l'origine des ménorragies, surtout les fibromes sous-muqueux. Les polypes, généralement bénins, le plus souvent sont asymptomatiques. Parfois, s'ils sont symptomatiques et il y a un saignement, c'est en raison de la structure friable des polypes et ça donne des saignements. L'hyperplasie endométriale, donc c'est des patientes en période périménopausique, donc il y a une hyperostrogénie relative, il y a des cycles ovulatoires, surtout en cas d'asopika. Donc, ce qui va donner l'hyperplasie, qui n'est pas l'hyperplasie simple, sans atypie, jusqu'à l'hyperplasie complexe avec atypie, où le risque de développer un cancer de l'endomètre en cas d'hyperplasie atypique, il est de 25%.
La dénomiose, donc Dr Benaïbouche nous a bien expliqué la dénomiose, une pathologie très fréquente en période périménopausique et responsable de ménorragie et de douleur, et l'examen de référence et l'échographie endovaginale et parfois l'IRM. Très bien, le stérilet, si la patiente est sous contraception locale, stérilet au cuivre, parfois le stérilet au cuivre il peut donner des ménorragies. Les malformations artério-veineuses, c'est une pathologie rare, essentiellement d'origine congénitale, habituellement complexe, caractérisée par une connexion entre les artères et les veines, et ça donne des hémorragies brutales au cours du cycle, et souvent, c'est des hémorragies brutales au cours du cycle, et souvent le mode de révélation, et la prise en charge repose sur l'embolisation. Autre, les coagulopathies, il faut toujours évoquer les troubles de la coagulation. Il faut, dans l'interrogatoire, demander les antécédents familiaux, est-ce qu'il n'y a pas des antécédents de troubles de l'hémostase, et les plus fréquents, c'est la maladie de Willebrand. Et pensez à l'atteinte de l'hémostase secondaire, et en dernier, les maladies du système. Les origines cervicales, une patiente qui présente des ménorragies, il faut faire un examen au spéculum, et la patiente... L'examen au spéculum est systématique. Chez une patiente qui consulte pour saignement, poser un spéculum pour voir est-ce qu'il n'y a pas de cancer du col. En cas de cancer du col, on peut voir une masse bourgeonnante, des pathologies cervicales bénignes, des polypes, des ectropions, intérêt d'un examen au spéculum systématique et d'un frotté cervico-utérin de dépistage. Les causes iatrogènes, donc on en a parlé du DU au cuivre, des anticoagulants, les contraceptifs injectables, les implants, ça donne parfois ça peut donner des ménorragies et des spottings, le tamoxifène et les psychotropes. Le traitement, quel est le traitement qu'on va proposer à une patiente qui présente des hémorragies fonctionnelles en périménopause? Le but du traitement, donc, c'est arrêter le saignement et les problèmes. Les patientes, généralement, c'est des patientes anémiques, donc il faut corriger l'anémie. Même en période périménopausique, il y a des patients toujours en mariage tardif qui souhaitent garder une fertilité, donc il faut penser à préserver cette fertilité s'il y a désir de grossesse et améliorer la qualité de vie. Le traitement, on va commencer par le traitement médical. Et le traitement de référence, c'est un dispositif intra-utérin, donc lévonostéral, donc c'est le Mirena. À la fois, il est contraceptif et thérapeutique. Il délivre une dose quotidienne de 20 mg de lévonorgestrel, efficacité donc à 86% à 3 mois et à 97% à 1 an d'insertion. Restitution intégrale de l'endomètre 1 à 3 mois après le retrait avec récupération complète de la fertilité. C'est une alternative très intéressante, ça évite beaucoup de chirurgie. Et quand on reprend l'histoire du Mirena, donc c'était en Angleterre, donc à l'époque de Tony Blair, où les patientes en Angleterre pour se faire opérer, elles attendent 3 à 4 ans. Comme solution d'attente en attendant d'avoir un rendez-vous pour l'intervention, ils mettent des Mirena. Et quand on les appelle pour se faire opérer, les patientes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de saignement et les patients sont satisfaits. C'est pour ça qu'on a élargi les indications du Mirena, de la contraception, aux hémorragies fonctionnelles. Les antifibrinolytiques, l'hexacil, c'est l'acétylhénexamique. Malheureusement, donc la forme comprimée n'est pas disponible en Algérie. On n'a que la voie injectable, donc ça règle le problème dans 50% des cas. Les INS, donc réduction de la synthèse locale des prostaglandines, règle le problème dans 20 à 40% des cas, avec une réduction de 30% du flux menstruel. Les progestatifs, donc on les donne pour l'insuffisance lutéale, donc pour apporter de la progestérone à la deuxième phase du cycle, du 16e au 25e jour du cycle, et c'est la patiente, elle désire une contraception, on les donne du 5e au 25e jour du cycle. Je pense que M. Barkat, elle va vous parler sur l'orgamitryl, donc il tient toujours à faire passer un message sur l'orgamitryl, à ne plus prescrire d'orgamitryl, beaucoup d'effets secondaires. La pilule progestative bloque l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, crée un cycle artificiel avec un apport d'hormones exogènes, réduit de
de 43% le flux sanguin, a un effet favorable sur la dysménorrhée et la mastodynie. Dr Monseur nous a parlé sur la contraception après 40 ans. Elle nous a dit qu'il faut essayer d'éviter les œstroprogestatifs après 40 ans. Les analogues de la GnRH donc, inhibent la production d'hormones thyroïdiens, provoquent une atrophie de l'endomètre, généralement utilisée en préopératoire à courte durée. Il ne faut pas que ce soit un traitement au long cours, il ne faut pas qu'on le donne comme un traitement curatif, ça donne beaucoup d'effets secondaires. Il faut que ce soit une solution d'attente. Autre traitement, donc il faut, généralement c'est des patients anémiques, il faut restaurer les réserves, il faut donner du fer, soit fer injectable, soit fer en comprimé. On peut donner des dicénones, pas de réduction significative des cycles menstruels, mais dans la pratique quotidienne, on n'a pas d'autre alternative, on donne le dicénone à raison de 2 comprimés 3 fois par jour. On peut prescrire des vénotoniques à l'acupuncture, et s'il n'y a pas de consensus. Comme ultime, si la patiente est très anémique, on doit transfuser. Le traitement chirurgical, on peut faire on peut faire un curetage biopsique et hémostatique, on peut faire une hystéroscopie et faire une endométrectomie, et on peut proposer une thermocoagulation, et comme ultime solution, c'est l'hystérectomie, de préférence par voie vaginale. Très bien, donc là il y a un tableau, on voit les différents traitements. Donc pour le stérilet, donc on est à 95% d'efficacité. Quelques effets secondaires, spotting, acné, céphalée. Pour l'hexacil, on est à 50%. Pour les INS, à 40%. Pour la contraception, à 40%. Pour les progestatifs, à 20-30%, et le danazole à 50%. Donc vous voyez que le meilleur traitement des hémorragies fonctionnelles en périménopause, c'est le stérilet à progestérone, avec une efficacité qui avoisine les 95%, avec moins d'effets secondaires. Les analogues sont efficaces, mais il ne faut pas que ce soit un traitement curatif. Les indications, ça dépend de l'âge, de désir de fertilité et de contraception, des antécédents et d'éventuelles contre-indications de traitement médical, l'épaisseur de l'endomètre et la préférence de la patiente. Ces désirs de grossesse, le traitement de première intention, s'il y a ces désirs de fertilité ultérieure, donc le traitement de première intention est médical. Donc on doit commencer par un DU à progestérone, l'hexacil, les contraceptifs, la progestérone et l'ANS. Ces désirs de grossesse immédiat, donc la seule solution c'est l'hexacil. En absence d'hexacil, on les met sous dicénone, mais c'est pas efficace. Le curetage en endométrectomie superficielle est le seul traitement chirurgical à proposer en cas d'échec. C'est l'absence de désir de fertilité. Le traitement de première intention, c'est le Mirena. En deuxième intention, donc les progestatifs, sinon c'est la chirurgie. Et l'hystérectomie n'est recommandée qu'après échec du traitement médical. En conclusion, en cas de patiente qui consulte pour des hémorragies en périménopause, il faut quantifier les saignements. Pour les quantifier, il faut faire un score de EGAM. C'est le seul examen, c'est le seul élément fiable pour quantifier les saignements. Il faut explorer pour ne pas passer à côté d'un cancer du col ou de cancer de l'endomètre. Et il faut traiter, il faut IRH. J'ai commencé toujours par un traitement médical en cas d'échec. L'hystérectomie, c'est l'ultime solution. Et elle n'est pas toujours pesée le pour et le contre. Et je vous remercie.